Vous aurez beau courir, vous ne pourrez échapper à ces balles du futur. On pourrait croire à de la science-fiction, pourtant nous ne sommes pas loin de fabriquer les balles intelligentes. Des balles capables de se verrouiller sur leur cible et de s'auto-guider pour ne jamais manquer leur objectif. Avons-nous créé la balle ultime ? Il existe des balles de toutes formes et de toutes tailles faites pour blesser ou tuer. Les balles sont projetées à toutes sortes de vitesses et peuvent immobiliser toutes sortes de cibles. Grâce au progrès de la balistique, nous sommes passés de la modeste balle de mousquet utilisée au XVIIe siècle à la Ranger Talon qui déchire sa cible et la met en pièces. Les armes elles-mêmes ont évolué. Du mousquet au fusil d'assaut de calibre 50. L'impact des balles de ce dernier est si puissant qu'elles peuvent perforer un véhicule blindé. Sans doute n'avez-vous jamais rien vu de semblable à cette mitraillette électronique. Elle est capable de tirer 1 million de balles à la minute. Au fil des générations, les balles ont modifié le cours de l'histoire. Elles ont changé la façon dont nous faisons la guerre et forgé le monde dans lequel nous vivons. Les scientifiques travaillent aujourd'hui à l'élaboration d'une balle qui puisse s'auto-guider pour ne jamais manquer sa cible. Pour l'instant, il ne s'agit encore que d'une ambition futuriste, mais nous n'en sommes plus si loin. Une telle balle pourrait-elle être la balle ultime ? Telle est la question que nous devons nous poser. La balistique est la science du mouvement, de la trajectoire et de l'impact d'un projectile ou d'une balle. Pour étudier la trajectoire d'une balle, il est nécessaire de la visionner au ralenti. Une caméra à ralenti spécialisée saisit ces images incroyables de balles projetées à la vitesse du son. Voici ce que donne un coup de feu ralenti 800 fois. Une balle qui sort d'un canon avance si vite qu'elle comprime l'air devant elle et le repousse sur les côtés, créant ainsi une onde de choc circulaire. La balle suit à présent sa trajectoire. Chaque décharge de munitions est composée de 2 parties, la douille et la balle. La balle consiste en un cœur de plomb mou recouvert d'une couche de cuivre ou d'acier. La douille, quant à elle, contient la charge explosive. Lorsque l'on tire un coup de feu, on déclenche une chaîne de réaction que rien ne peut arrêter. Le percuteur frappe la douille. À l'intérieur, la charge brûle et explose. Sous l'effet des gaz en expansion, la balle est forcée de sortir de la douille et de glisser le long du canon. Mais il aura fallu 400 ans pour que les balles atteignent ce niveau de perfectionnement. Avant de découvrir la balle ultime, il nous faut commencer par remonter au tout premier modèle. L'histoire des balles est liée à celle des armes à feu avec lesquelles on les tire. Les premières balles étaient de simples boules de plomb tirées avec des fusils rudimentaires. Jusqu'en 1776, les fusils n'étaient encore en fait que des sortes de petits canons manuels. On chargeait la poudre et la balle par la bouche du fusil comme pour un canon. Le chargement et le maniement de ces fusils n'étaient pas commodes. Les premiers mousquets étaient chargés de balles de plomb massif qui paraissent énormes au vu de nos critères modernes. Elles faisaient en effet jusqu'à 2 cm de diamètre. Leur gros défaut ? La précision. À plus de 90 mètres, même les meilleures gâchettes avaient du mal à atteindre une cible de la taille d'un homme avec une balle tirée d'un mousquet à canon lisse. Cullen Grissom, responsable du programme de formation des forces de l'ordre et instructeur de tir à l'école de police du Texas, nous l'explique.
L'inconvénient du mousquet à canon lisse est son caractère imprévisible. La trajectoire de la balle n'est pas stabilisée. D'une certaine façon, tirer au mousquet, c'est un peu comme de lancer des pierres. Aucune balle ne correspond parfaitement au diamètre du tube. Aussi, le projectile se cogne et rebondit contre les parois du canon qu'il traverse à toute allure. Lorsqu'il en sort, sa trajectoire est instable et imprécise. Les armuriers ont découvert le secret de la stabilisation de la trajectoire des balles il y a des centaines d'années. Comme les résidus de poudre encrassaient les fusils, les fabricants d'armes forgèrent des rainures à l'intérieur du canon afin de récolter la suie et empêcher les fusils de se boucher et d'exploser. Ceci eut un effet secondaire inattendu. À leur grande surprise, les armuriers constatèrent que les rainures amélioraient nettement la précision des fusils. Cette technique de rainure en spirale à l'intérieur du canon fut appelée le rayage. Elles imposent un mouvement tournoyant à la balle quand celle-ci passe dans le canon, ce qui lui permet d'avoir une trajectoire plus droite et d'atteindre davantage de cibles. Pour démontrer comment le fait de vriller stabilise un projectile, il nous faut 2 joueurs et un ballon de football américain. Quand il ne fait pas tournoyer le ballon, le quarterback rate sa cible. Mais s'il utilise les lacets pour le faire tournoyer, le ballon atteint son destinataire avec précision. La force qui s'exerce lorsqu'un ballon ou une balle tournoie s'appelle la stabilité gyroscopique. Pensez à une toupie d'enfant. L'effet gyroscopique l'oblige à se stabiliser tandis qu'elle tourne sur son axe. Le même phénomène s'applique à une balle de fusil. Plus elle tourne vite, plus elle se stabilise. Car une balle qui vrille résiste mieux aux forces qui tentent de la faire dévier de sa trajectoire. Équipée d'un canon à rainure, la carabine, capable de tirer avec précision à bien plus longue portée, succéda au mousquet. La carabine Kentucky compte parmi les tout premiers modèles. Sa portée de tir est de 180 mètres, mais la recharger prend encore environ 1 minute. À la fin du 19e siècle apparut le fusil Springfield, à chargement par la culasse. Sa cadence de tir est 2 fois plus élevée et il est suffisamment précis pour envoyer 6 balles dans une cible de 60 cm² située à 90 mètres de distance. Mais sa cadence de feu ne pouvait toujours pas rivaliser avec celle des Indiens capables de décocher 12 flèches en 1 minute. L'armée américaine gagna du terrain grâce au revolver Colt, une arme très fiable inventée par Samuel Colt, qui tire à une cadence phénoménale pour l'époque. Jusqu'à 6 coups en 6 secondes. Le Colt résolvait donc le problème de la rapidité du tir, mais uniquement pour les combats rapprochés. La combinaison du Colt et de la carabine à répétition Winchester, introduite peu à peu à la fin du 19e siècle, finit par donner l'avantage à l'armée américaine. La carabine Winchester a une précision de tir de 180 mètres et peut tirer 9 balles de suite sans être rechargée. Le Colt et la Winchester eurent un tel impact qu'on les surnomma les armes qui conquirent l'Ouest. Si les armes se développaient très rapidement, la technologie des balles évoluait elle aussi. En 1883, un type de balle entièrement nouveau fut inventé. Faite de plomb, mais cette fois-ci partiellement recouverte d'une couche de cuivre. On les appela les Full Metal Jackets, les balles chemisées ou blindées. Le cuivre, qui était beaucoup plus dur, conservait mieux sa forme originale lorsqu'il était exposé à la chaleur intense qui régnait à l'intérieur du canon. On pouvait donc utiliser une charge plus puissante, ce qui conférait plus de vitesse et de précision au tir. La balle avait atteint sa maturité. Pour l'essentiel, son fonctionnement était le même que celui que nous connaissons aujourd'hui. La balistique évoluait à toute allure. En 400 ans, elle est passée du mousquet qui tirait 3 coups à la minute avec une portée de 90 mètres à la mitrailleuse Maxim, 600 balles à la minute avec une portée effective d'1 kilomètre. Au XXe siècle, cette technologie a fait ses preuves dans les conflits les plus meurtriers de notre temps. Mais la cadence de tir ne représente qu'un aspect de son histoire.
Il existe une variété impressionnante de types et de tailles de balles. Lorsque l'on se retrouve face à face avec un ennemi dangereux, l'essentiel est de s'assurer qu'il ne peut pas riposter. Le choix des munitions pourrait bien s'avérer décisif pour votre survie. Quelle est donc la meilleure balle pour arrêter net une cible ? La balle la plus efficace est celle qui immobilise la cible au premier coup. Cependant, dans certaines circonstances, mieux vaut blesser l'ennemi que le tuer. C'est l'opinion que soutient le docteur Martin Fackler, expert en balistique des blessures. Dans un combat militaire, il y a une théorie selon laquelle il vaut mieux blesser l'ennemi que le tuer. Parce qu'un blessé doit être évacué du champ de bataille et qu'une personne dont les deux mains sont occupées à tenir un brancard ne peut pas vous tirer dessus. Mais quand il s'agit de faire respecter l'ordre dans les villes, les choses sont bien différentes. La balle idéale est celle qui vous permettrait d'abattre un assaillant sans que celui-ci soit en mesure de riposter. On appelle cela un tir d'arrêt. Mais la police n'y a recours qu'en cas de force majeure. Elle ne tire que dans le but de sauver la vie d'un agent ou de passants innocents. Et en général, à courte portée. Aux États-Unis, la police tire à une distance moyenne de 3 mètres. À cette distance, blesser un malfaiteur ne suffit pas. Il faut le mettre immédiatement hors d'état de nuire. Les policiers sont souvent amenés à pénétrer dans une pièce où des individus armés leur font face à 3 ou 4 mètres de distance et leur tirent dessus. Le plus efficace serait alors, si c'est possible, de leur tirer une balle dans la tête. C'est en effet ce qui vous donne le plus de chances de neutraliser l'ennemi. Mais dans le vif d'un combat rapproché, une tête qui bouge peut s'avérer difficile à atteindre. Aussi conseille-t-on à l'école de police de viser le centre de masse du corps. Mais cela ne suffit pas toujours. Même le meilleur des tirs, qui va droit dans le centre de masse et traverse le cœur, n'est pas sûr à 100% d'arrêter l'adversaire immédiatement. Une personne dont le cœur est transpercé par une balle peut très bien continuer à tirer pendant encore 20 secondes. En effet, le cerveau d'une personne grièvement blessée au cœur continue de fonctionner tant qu'il n'est pas privé d'oxygène. Quelle est donc la balle la plus appropriée pour un tir d'arrêt ? En fait, cela dépend du type d'arme utilisée. Le revolver est l'arme de prédilection des forces de police. Il existe différentes tailles d'armes et de balles définies en fonction du calibre, c'est-à-dire du diamètre de la balle. On le mesure soit en pouces, soit en millimètres. Le 9 mm, un calibre allemand, fait 0,35 pouces de diamètre. Le 45 est un calibre américain qui fait 0,45 pouces de diamètre, soit 11 mm 5. Dans les forces de l'ordre, ces deux types d'armes sont très appréciés. Le calibre est un facteur essentiel du pouvoir de neutralisation d'un tir. La différence entre le 9 mm et le 45 est bien sûr le diamètre de la balle, et par conséquent la masse. Celle d'une balle de 45 est double de celle d'une balle de 9 mm. Plus la balle est grosse, plus le point d'impact l'est aussi. Mais la forme de la balle joue également un rôle crucial. La plupart des balles de revolver sont soit à tête ronde, soit à tête creuse. La balle à tête ronde est une balle chemisée traditionnelle conçue pour faire un grand trou dans la cible. Au bout de la balle à tête creuse se trouve une dépression concave destinée à se fragmenter. Laquelle de ces deux balles possède la plus grande puissance d'arrêt ? La balle la plus efficace n'est pas celle qui se contente de traverser la cible, mais celle qui inflige de graves dommages internes. Allons au stand de tir comparer les effets de chacune de ces balles. Tout d'abord, la balle à tête ronde. Elle pénètre la cible et la traverse de part en part, laissant derrière elle un point de sortie bien net. Si ce récipient était un malfaiteur, il serait probablement encore en train de tirer sur le policier. À présent, voyons l'effet d'une balle à tête creuse.
Observez bien le récipient de gauche. La balle détruit totalement la cible. Dans la rue, un agent de police a plus de chances d'arrêter le criminel en un seul coup avec une balle à tête creuse. Au moment de l'impact, la tête creuse se déploie jusqu'à tripler de diamètre. Avec l'effet d'expansion, la balle décharge toute sa puissance à l'intérieur du corps et provoque davantage de dégâts dans les tissus qu'une balle à tête ronde ordinaire. La balle à tête creuse est communément utilisée comme munition antipersonnelle. Elle est conçue pour causer plus de dommages à l'intérieur du corps. En s'ouvrant en corolle, un peu comme une fleur, elle creuse une cavité de perforation plus large. Une plaie plus large signifie une plus grande probabilité de toucher un organe, de sectionner des nerfs ou une artère et par là même d'arrêter la cible. Ceci est la dernière prouesse technologique dans le domaine de la balle à tête creuse. La Ranger Talon ou griffe du Ranger. Lorsqu'elle heurte la chair, la tête s'ouvre et déploie des bords tranchants comme des rasoirs qui entament les tissus. Son efficacité en fait l'option la plus sûre. Moins de coups suffisent à arrêter la cible, ce qui diminue les risques de blesser un passant. Sa puissance d'arrêt fait de la balle à tête creuse la meilleure balle de revolver. Mais dans les combats rapprochés, elle ne peut rivaliser avec la force brute d'une arme qui vous garantit que l'ennemi sera dans l'incapacité de riposter. Cette arme est le shotgun ou fusil à pompe. Ce n'est certes pas l'arme parfaite. Son canon lisse comme celui d'un mousquet le rend imprécis à longue portée. Mais en tir rapproché, il peut tuer l'adversaire. Le fusil à pompe est l'arme classique de l'officier en uniforme qui patrouille en voiture. Une cartouche de chevrotine envoie 9 grains de plomb, ce qui revient à peu près à recevoir 9 balles de 9 mm d'un seul coup. Contrairement à une balle compacte, chaque cartouche de fusil à pompe renferme une multitude de billes de plomb qui se dispersent quand elles sont éjectées du canon. C'est un peu comme si on ramassait une poignée de pierres et qu'on les lançait. Les cartouches de fusil peuvent contenir divers types de chevrotines. Cela va d'une douzaine de billes de plomb faites pour abattre un oiseau jusqu'à une balle compacte unique qui peut tuer net la cible. Les cartouches les plus répandues dans la police contiennent de la chevrotine avec 9 grains de plomb séparés. Le stand de tir va nous montrer l'impact du fusil à plomb. Voyons d'abord l'effet de la chevrotine tirée sur un morceau de bois de 5 cm d'épaisseur. Le bois ne constitue absolument pas un obstacle et la chevrotine crible de plomb le réservoir d'eau situé juste derrière. Mais si vous trouvez cela dévastateur, attendez de voir ce que fait la balle compacte. Elle traverse directement le bois et le récipient est totalement détruit. Une balle compacte transforme littéralement un fusil à pompe en rifle ou fusil à balle. Si le fusil à plomb est équipé d'un viseur approprié, la balle peut avoir une portée efficace de 100 à 150 mètres. C'est un très grand projectile de calibre 12, soit 42 grammes de plomb projeté à la vitesse de 375 mètres par seconde. Il frappe avec la force d'un marteau de forgeron sur une enclume. Si la police tire avec un fusil à pompe à courte distance et atteint le cœur, il y a toutes les chances pour que la personne s'écroule immédiatement, raide morte. Mais au moins la fusillade sera finie dans les 15 secondes. Le fusil à pompe et le revolver sont les armes de prédilection pour un combat rapproché. Mais parfois, les forces de l'ordre ont besoin d'armes à longue portée, autrement dit, le fusil à balles. Le fusil à balle est une arme de haute précision qui nous permet de nous tenir à distance de l'adversaire. Dans la police, nous avons besoin de gagner du temps et d'être à couvert. Nous voulons établir une distance entre nous et la menace, ce que le fusil à balle nous permet de faire. Les rainures en spirale du canon confèrent à la balle de ce fusil une précision à longue portée. Manié par un tireur habile, il est capable d'atteindre une cible que l'œil humain ne peut voir qu'à travers les lignes de mire d'une puissante lunette télescopique. La petitesse de certaines balles est trompeuse.
Elles font parfois à peine 1 fois et quart le poids d'une balle de calibre 45, mais sont 3 fois plus puissantes grâce à leur vitesse. Plus la balle va vite, plus elle a d'énergie. Et davantage d'énergie implique de sérieux dégâts. C'est très efficace, beaucoup plus qu'un revolver. La balle d'un fusil à longue portée est aussi aérodynamique que possible pour couper la résistance du vent et augmenter la vitesse. Le canon de fusil peut résister à une plus grande pression que celui du revolver, ce qui lui permet de tirer des balles qui contiennent davantage de poudre et créer une plus grosse explosion. Regardez bien, la poudre de revolver brûle rapidement, mais la poudre de fusil met plus longtemps à brûler. L'explosion qui dure plus longtemps donne plus d'énergie à la balle de fusil. Le dernier facteur important est la longueur du canon. La balle reste plus longtemps dans un canon plus long et y accumule donc davantage d'énergie. Plus d'énergie implique plus de vitesse. Et plus de vitesse veut dire beaucoup plus de puissance. La puissance est l'atout majeur du fusil à balles, mais son long canon représente un sérieux inconvénient, en particulier quand les policiers ont besoin de bénéficier de l'effet de surprise. Dan Severn du Centre de formation des forces spéciales au Texas nous l'explique. La longueur de cette arme pose parfois un problème quand on fouille une maison. On ne souhaite pas que le malfaiteur soit averti de notre arrivée, avant même que nous ayons pu l'apercevoir à cause d'un canon de fusil de 40 cm qui dépasse. Une arme plus courte nous permet de voir la cible au moment même où l'arme se pointe sur elle. Un canon court est le meilleur choix tactique pour un combat urbain rapproché. Mais dans une guerre, les choses sont très différentes. Pendant 40 ans, l'armée américaine a utilisé la cartouche 5,56 avec le fusil M16 comme arme de base. Ils ont fait leurs preuves comme combinaison gagnante de vitesse et de puissance avec une portée effective de 270 à 900 mètres. Mais ils ne peuvent pourtant pas arrêter un camion en un seul coup. L'arme que voici le peut. C'est le fusil de calibre 50. La taille de la balle et une charge explosive 2 fois plus importante que celle du M16 en font le fusil le plus puissant qui existe actuellement. C'est quasiment de l'artillerie portable. Il est si puissant qu'à 2,5 km de distance, il frappe la cible avec 9 fois plus d'énergie qu'une balle de Magnum 44 tirée à bout portant. Que peuvent donc faire ces balles gigantesques? Chacun de ces récipients d'eau offre autant de résistance qu'une plaque d'acier de 10 cm d'épaisseur. À 50 mètres de distance, le calibre 50 fracasse 3 récipients et continue sa course. Si une balle de calibre 50 vous frappe au torse ou à la tête, vous êtes mort. Avec leur variété de taille et forme, comment les balles accomplissent-elles leur tâche meurtrière? Que nous apprend la science de l'impact d'une balle sur le corps humain? Jusqu'à présent, nous avons vu la formidable puissance d'arrêt de la balle à tête creuse, la force dévastatrice du fusil à courte portée et la stupéfiante capacité de tir de fusil à haute puissance. La plupart des balles sont conçues pour arrêter un être humain en causant les blessures les plus fatales possibles. Quels sont donc les effets des différents types de munitions sur le corps humain? La science qui étudie les dégâts infligés par les balles au corps humain est la balistique des blessures. Une balle qui frappe le corps humain engendre 2 principaux types de dommages. Les balles de revolver qui sont projetées moins rapidement créent un traumatisme appelé crushing injury, ou blessure par écrasement. La balle transperce la peau et écrase les chairs,
creusant une lésion par perforation au fur et à mesure que la balle s'engouffre dans le corps. Si on prenait un morceau de steak, qu'on le plaçait sur une enclume et qu'on le pilonnait avec un lourd marteau, on obtiendrait une sorte de bouillie liquide de tissu. C'est ce que les chairs deviennent sous l'effet du mécanisme d'écrasement. En projetant des images du trajet d'une balle sur un corps humain, le docteur Fackler peut localiser avec précision les dégâts causés. Une balle à tête ronde de calibre 45 tirée par un revolver engendre la blessure que voici. Elle pénètre profondément, mais perfore peu de tissu sur son passage. Passons maintenant à une balle à tête creuse tirée avec le même revolver. La plaie est très différente. La balle n'a pas pénétré aussi loin, mais elle a déchargé toute son énergie à l'intérieur du corps et a détruit bien plus de tissu. On constate une nette différence dans la taille de la perforation, car la tête de la balle s'est ouverte et a doublé de diamètre. Les balles de revolver sont projetées environ à la vitesse du son. Les balles de fusil peuvent aller jusqu'à 3 fois plus vite. Il en résulte plus de dommages sur celui qui la reçoit et davantage de travail pour les chirurgiens en traumatologie comme le Dr Wang. Un seul coup dans le bras, tiré avec une balle à grande vitesse, suffit à provoquer de telles fractures de l'os qu'une amputation sera souvent nécessaire pour sauver le bras et la vie de la victime. Avec un revolver, la balle se contente de traverser la chair et en général, il n'y a que des déchirures musculaires. Une balle de fusil a tant de force qu'elle peut tuer sans transpercer la chair. Même si on porte un casque de protection approprié, un tir oblique avec une balle à grande vitesse peut provoquer un coma et causer la mort. La balle de fusil crée un type de blessure terrible que l'on appelle une cavité temporaire. Il se produit le même phénomène d'éclaboussure que lorsqu'on laisse tomber une pierre dans l'eau. Ce que l'on appelle une cavité temporaire n'est ni plus ni moins qu'une éclaboussure dans les tissus humains. Au moment de l'impact, le choc crée une cavité dont la taille est 30 fois supérieure à celle de la balle. L'impact d'une balle de M16 a environ ce diamètre. L'impact d'une balle de fusil 7,62 de calibre 30 a environ ce diamètre, quasiment la taille d'un ballon de basket. Et la pression autour de cette cavité fait des ravages. Les êtres humains sont principalement constitués d'eau enveloppée dans de la peau. Quand une balle frappe un corps, l'augmentation de la pression autour de la plaie peut faire exploser des organes internes, comme des ballons gonflables remplis d'eau. Le foie, la rate et les reins sont assez semblables au tofu dans un certain sens, et ils éclatent assez facilement. Quand des organes vitaux font une hémorragie, les chances de survie tombent quasiment à zéro. Chaque type de fusil cause des plaies différentes. Le fusil russe AK-47 est le fusil d'assaut le plus répandu dans le monde. Il tire des balles de 7,62 mm. Quand cette balle pénètre dans le corps, elle bascule ou dévie. Elle part alors de biais et écrase ou déchire encore plus de tissu sur son passage. La cartouche 5,56 mm à tête ronde du fusil M16 est la cartouche standard de l'armée américaine. Utilisée de la guerre du Vietnam jusqu'à nos jours, elle crée des plaies très différentes. Nous avons ici le profil d'une blessure de fusil M16, semblable à ceux utilisés au Vietnam. Comme vous pouvez le constater, la balle pénètre dans le corps et ne bascule pas avant de s'être enfoncée de 10 cm dans la chair. Mais quand elle le fait, elle se fragmente. Les fragments s'éparpillent, causant de multiples blessures à mesure qu'ils déchirent les chairs. Plus terrible encore est un tir rapproché de fusil chargé avec de la chevrotine qui déchire le corps de part en part. Ceci nous montre que les plombs iraient quasiment tous se loger dans la poitrine. Chaque plomb se ferait un chemin à travers le corps. Tous ces chemins sont très proches les uns des autres et ils réduisent les tissus à une sorte de chair à saucisse. Je ne pense pas qu'on puisse survivre à une telle blessure.
Soldats et policiers doivent se défendre contre ce type d'armes. Comment se protègent-ils donc? Réponse, avec un gilet pare-balles. Il y a deux types de gilets pare-balles modernes, le rigide et le souple. Les concepteurs ont mis au point un gilet pare-balles rigide pour défléchir l'immense puissance d'un tir de fusil à balles. Il est constitué de plaques de céramique ou de métal et fonctionne sur le même principe qu'une armure médiévale. Ce gilet absorbe l'énergie de la plupart des balles. Dans la police, on utilise le gilet pare-balles souple conçu principalement pour arrêter une balle de revolver. Cette protection flexible que l'on porte comme une veste permet de garder une plus grande liberté de mouvement qu'un gilet rigide. Les gilets pare-balles opèrent comme un filet très résistant pour arrêter les projectiles. Pensez à des buts sur un terrain de football. Le filet est fait de morceaux de corde tressés les uns avec les autres. Quand un joueur donne un coup de pied dans le ballon et tire en direction des buts, le ballon est chargé d'énergie, tout comme une balle qu'on vient de tirer. Lorsque le ballon frappe le filet, il enfonce les cordes du filet. Chaque morceau de corde tire sur les autres, répartissant ainsi la force de l'impact sur une surface plus grande, de sorte que l'ensemble du filet absorbe l'énergie du ballon. Un gilet pare-balles souple absorbe l'énergie de la même façon. Ces gilets sont tissés en Kevlar. Le Kevlar est une matière légère mais 5 fois plus résistante que l'acier à poids égal. Tissez-le en un filet dense et vous obtiendrez une absorption massive d'énergie. Quand un agent qui porte un gilet pare-balles souple reçoit une balle, il ne souffre généralement que de quelques meurtrissures ou contusions, car la quantité d'énergie générée est dispersée par le gilet. Voici comment cela fonctionne sur le terrain. Tout d'abord, le gilet souple. À courte distance, Grissom tire une balle de 9 mm. Une balle de calibre 45. Puis un fusil chargé de chevrotine. La couche externe du gilet a arrêté à la fois les balles de calibre 45 et 9 mm et un des plombs de chevrotine. Les 8 autres plombs se sont logés dans les couches internes du gilet. Le gilet souple a donc arrêté tout ce qu'on a tiré sur lui. Il ne pourrait cependant pas arrêter un tir de fusil à balles. Pour ce faire, il faut un gilet rigide en plaque de céramique. Grissom tire une balle de fusil sniper 7,62 mm à courte distance. Cette balle est 5 fois plus puissante que le calibre 45. On voit le point d'impact circulaire. Et on voit que la céramique s'est fendue. La céramique externe a encaissé le gros du choc et la balle s'est logée dans la plaque arrière. Regardez les morceaux de céramique. Voici ce qui reste de la balle. Mais la balle n'a pas transpercé le gilet. Les gilets souples conviennent aux tirs de revolver et de fusil à plomb et les gilets rigides aux tirs de fusil à balles. Tout ceci est important pour comprendre le comportement des balles. Cela peut aussi nous aider à résoudre des crimes, voire à mettre un meurtrier derrière les barreaux. Dans ce bar de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un crime a été commis. Voici l'homme qui a utilisé la balistique pour envoyer le meurtrier en prison. Blaise Creer est détective dans la brigade mobile de la police de Pittsburgh. Nous répondons aux appels concernant les homicides, les attaques à main armée, les cambriolages et notre principale fonction est de nous occuper de la partie physique et médico-légale de l'enquête.
L'histoire qui suit est basée sur les rapports de police de l'homicide en question. Nous sommes en juin 2004 dans un bar de quartier. Une querelle entre un homme et une jeune femme s'envenime sérieusement. Furieuse, la jeune femme part chercher son petit ami. Quelques minutes plus tard, celui-ci arrive à toute allure en voiture et tire des coups de feu dans le bar, tuant ainsi l'homme. Lorsque le détective Crayer arrive sur les lieux, la police a déjà appréhendé le petit ami. Il admet avoir tiré plusieurs coups de feu dans le bar sous le coup de la colère, en passant en voiture. Il s'agirait alors non pas d'un meurtre délibéré, mais de coups de feu tirés d'une voiture en marche, soit un homicide involontaire avec une peine maximale de 20 ans de prison. Mais les détectives le soupçonnent de mentir. S'ils peuvent prouver qu'il a arrêté la voiture, il est passible d'une accusation de meurtre et d'un emprisonnement à vie sans possibilité de libération sur parole. Seule la balistique peut prouver ce qui s'est réellement passé. Lorsque l'on tire d'une voiture qui roule, les trajectoires des balles ont des angles différents. L'expertise médico-légale peut mener Crayer à la vérité, mais avant tout, il doit retrouver les balles. Nous avons déterminé que 4 coups avaient été tirés dans le bar. 2 balles s'étaient logées dans la porte d'entrée, une dans le mur du fond de la cuisine, et la 4e avait atteint la victime à la tête. En utilisant les lasers et les perches balistiques, Crayer reconstitue les trajectoires des balles et détermine d'où elles ont été tirées. Grâce aux 3 impacts de balles à partir desquels nous pouvions travailler et placer nos perches, nous avons pu établir précisément d'où venaient les balles. Au fur et à mesure qu'il travaille, reconstituant les trajectoires des balles, la vérité émerge. Toutes les balles ont été tirées d'un seul et même endroit. Tout indiquait que les coups avaient été tirés à l'arrêt. Il ne s'agissait donc pas de coups de feu tirés d'un véhicule en marche. L'enquête de Crayer prouva que l'auteur du crime mentait. Il avait arrêté sa voiture et mis la victime en joue. Il s'agissait d'un homicide prémédité, autrement dit, un meurtre. On a montré qu'il avait visé la victime et qu'il s'agissait d'un geste délibéré. Il a été condamné pour meurtre au premier degré, ce qui est passible de la peine de mort en Pennsylvanie. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui près de 200 millions d'armes à feu en circulation. Le chiffre pour l'ensemble du monde s'élève à plus de 650 millions. La police n'est pas la seule à disposer d'une grande puissance de feu. Les malfaiteurs ont eux aussi des armes puissantes. On voit tous les jours apparaître des armes plus puissantes chez l'ennemi. Il est facile de se les procurer. Elles changent souvent de main, on les échange contre de la drogue ou contre d'autres armes. Il y a donc une course à l'armement permanente entre les criminels et la police, avec des victimes des deux côtés. Hélas, nous subissons aussi des pertes quand une arme de forte puissance est dans la rue et que nous savons qu'elle a été utilisée dans de multiples actes criminels. Nous la recherchons par tous les moyens, le but étant de la retirer du circuit aussi vite que possible. L'étude des balles donne à la police un autre moyen de résoudre les enquêtes criminelles. Le laboratoire des armes à feu examine chaque arme saisie sur les lieux d'un crime. Des tests déterminent si elle a été utilisée dans des délits antérieurs. Car comme tous ceux qui ont déjà regardé un film policier à la télévision le savent, le fait de tirer une balle la rend unique. Calvin Hooker Goddard serait le premier à avoir découvert cette caractéristique au début du XXe siècle. Cette science est maintenant connue sous le nom de balistique médico-légale ou identification balistique. Ces techniques sont simples mais efficaces. Elles permettent d'associer n'importe quelle balle ou même un fragment de balle à l'arme d'où elle a été tirée. Les lignes en relief faites par le percuteur et les stries causées par les rainures de l'arme sont aussi caractéristiques et individuelles qu'une signature ou des empreintes digitales. Michel Conner travaille comme expert dans le laboratoire d'études des armes à feu de Pittsburgh. Son service tire des coups de feu dans un réservoir d'eau avec chaque arme saisie par la police, puis examine les balles.
Elle place 2 balles sous un microscope spécial, appelé microscope de comparaison pour un examen détaillé. Il y a en réalité 2 microscopes, avec 2 lentilles. Cela nous permet de visionner 2 images à la fois, de les placer côte à côte, tout en les manipulant séparément. La technologie n'a pas tellement changé depuis les années 20, époque à laquelle on a commencé à utiliser les microscopes de comparaison. Vous voyez ici une balle au microscope. Augmenter le grossissement permet de révéler les rayures, ces marques individuelles qui identifient une balle. En faisant bouger la ligne de division, Krüner peut examiner les 2 balles. Ici, il n'y a pas de correspondance. Mais quand elle fait tourner la balle sur elle-même, les 2 motifs s'apparient. Maintenant, il y a correspondance. Parfois, la police ne retrouve qu'un petit fragment de balle sur les lieux du crime ou dans le corps de la victime. Mais même dans ce cas, il est possible d'établir une correspondance. Un fragment de la taille d'une tête d'épingle peut parfois permettre une identification. Ces 10 dernières années, la technologie a mis au point des postes d'authentification balistique automatisés qui combinent des microscopes de comparaison traditionnels à des ordinateurs super puissants. Le résultat est IBIS, un système qui peut aider à résoudre les enquêtes criminelles en établissant les correspondances potentielles, non pas en quelques jours, mais en quelques secondes. Néanmoins, pour l'instant, la technologie ne peut pas remplacer totalement l'œil exercé d'un technicien médico-légal. La décision finale revient toujours à l'expert. Cela demande beaucoup de pratique. On doit passer beaucoup de temps à examiner des stries qui ne correspondent pas, rester assis pendant des heures au microscope, les yeux douloureux à force de scruter les rayures. Que nous réserve l'avenir ? Nous allons découvrir des fusils qui tirent derrière les coins, un système qui peut tirer le nombre ahurissant d'1 million de projectiles à la minute et une balle qui peut se diriger toute seule en vol et atteindre sa cible à tous les coups. Voici la nouvelle génération d'armes d'infanterie, le XM8. C'est le nouveau fusil d'assaut de l'armée américaine. Il tire des balles de calibre 5,56, les mêmes que le fusil d'assaut M16 qu'il remplace. Mais il a été conçu pour remplir différents rôles. Il a des chargeurs de 10, 30 ou 100 cartouches. Adaptez-y un lance-grenade et il devient capable de tirer des cartouches de 40 mm. Ce fusil fait en polymère est 20% plus léger que les autres armes qui existent actuellement. Il est extrêmement fiable. Même si vous l'enfouissez dans le sable ou le laissez tomber dans l'eau, il reste opérationnel. C'est l'arme de guerre du XXIe siècle. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est tirer derrière les coins. Ce fusil, lui, en est capable. Mis au point par les Israéliens, c'est le seul fusil qui offre aux tireurs la possibilité de rester à l'abri derrière un coin, hors de vue de la cible. Le fusil pivote en son milieu. Le tireur peut ainsi voir et tirer en toute sécurité. À l'avant se trouve le canon et une caméra vidéo, tandis qu'à l'arrière, un écran permet au tireur de voir ce qui se cache derrière un angle. La caméra fixée au canon du fusil peut donner une image nette de cible jusqu'à 400 mètres de distance et peut être utilisée avec n'importe quelle arme militaire, fusil M16 ou lanceur de grenades lacrymogènes. Ce fusil à visée angulaire permet de rester hors de la ligne de tir, mais on a parfois besoin d'une puissance de feu écrasante pour créer un choc chez l'ennemi et l'intimider. C'est ce que permet de faire l'arme la plus rapide aujourd'hui. Le fusil mécanique Gatling tire 6000 coups à la minute, soit 10 fois plus que les fusils automatiques d'infanterie. Mais l'avenir nous réserve des cadences de feu bien plus élevées, avec une nouvelle technologie balistique capable de tirer plus d'1 million de coups à la minute.
L'Australie a mis au point le premier fusil électronique au monde qui peut tirer le nombre ahurissant de 16 000 cartouches à la seconde. Avec une telle puissance de feu, il est capable de mettre en pièces un camion en un clin d'œil ou encore de monter un mur de défense contre un missile. Contrairement à une arme classique, il n'y a aucune partie amovible et aucune cartouche dans le mécanisme de feu. Au lieu de cela, il tire des balles sur impulsion électrique. Le bloc de tir consiste en une multitude de canons préchargés avec des balles qui peuvent être des munitions de petit calibre. Il tire ces balles une à une, en vagues simultanées ou en une seule décharge. Ce système est conçu pour de multiples usages, sur terre ou dans les airs. On peut le programmer pour attaquer une ou plusieurs cibles. L'ordinateur de bord, équipé d'un radar ou un GPS, fouille le terrain avec une précision sans faille pour retrouver la cible. Si ceci est l'arme du futur, quelle est donc la balle de la prochaine génération ? Depuis que la balle est apparue, ce morceau de plomb doit davantage à la chance qu'au calcul d'atteindre sa cible. Mais la munition que voici risque de tout changer. Il s'agit d'une balle intelligente qui pourrait bien rendre toutes les autres balles obsolètes. Bien qu'elle n'en soit pour l'instant encore qu'au stade expérimental, elle sera capable de s'auto-guider en vol comme un missile miniature et atteindra sa cible à tous les coups. À la base des recherches sur les munitions guidées se trouve le désir de sauver des vies. Ron Barrett, ingénieur dans l'aérospatiale, a consacré 15 ans de sa vie aux recherches sur la balle intelligente. Le but de la technologie de la balle intelligente est d'atteindre des cibles très lointaines avec une grande précision et de faire mouche à tous les coups. Un laser guide la balle vers la cible. Si la cible bouge au moment où on tire, le rayon laser peut traquer la cible. Même à courte distance, la balle peut ajuster sa trajectoire pour atteindre une cible mouvante. À l'arrière de ce type de balle se trouvent des ailerons amovibles qui servent à la guider. Les ailerons fonctionnent comme un gouvernail d'avion et corrigent la trajectoire en permanence. Cette munition est la balle anti-balle, faite pour abattre les tirs ennemis en approche. Sa tête contient une petite charge si puissante qu'elle peut arrêter la balle adverse en plein vol. Le radar repère et traque les tirs hostiles en approche. L'ordinateur envoie alors un signal au lanceur qui tire de petites balles intelligentes pour intercepter la cible. Quand la contre-munition est tirée, elle s'approche tout près de la munition hostile. Elle explose alors et fait basculer le projectile adverse qui perd tout contrôle. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Ce type de munition est fait pour s'attaquer à d'autres balles provenant de mitraillettes, de AK-47 ou de grenades à propulsion ou de mortiers. Ce système peut protéger des véhicules militaires ou même une ville entière. L'idée de base de ce type de contre-munition est de créer un parapluie de sécurité qui pourrait protéger une population civile, des agents de la force de l'ordre, des soldats de la paix ou des soldats amis. Simple bille de plomb, balle chemisée ou Ranger Talons à la puissance d'arrêt meurtrière, depuis des siècles, les balles servent à tuer. Mais voici à présent une balle faite pour éliminer les balles. Une balle conçue pour sauver des vies. S'il s'avère que la technologie de la balle intelligente fonctionne, elle pourrait apporter la réponse à la question que nous nous posions. Ceci pourrait bien être la balle ultime.
Samedi prochain, Super Science s'intéressera à la naissance de notre planète bleue. Dans un instant, Louis la Brocante. Ensuite, Matière grise, avec ce soir une enquête sur les bulletins météo. Enfin, vers 23h30, ne ratez pas la synthèse sportive du week-end. Très bonne soirée sur la Une.